Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui pour être donc entendus dans un cadre d'écoute et d'échange, je le sais républicain et je le souhaite serein par votre commission d'enquête. Nous vous avons écrit au début de l'été pour vous demander à être auditionnés parce que le sujet de votre commission d'enquête nous tient particulièrement à cœur. Nous avons chez les écologistes un attachement sincère, historique et constant à la non-violence qui fait partie de nos fondamentaux. Chez Europe Écologie Les Verts notamment, nous avons toujours défendu l'idée que ce qui vient avec la violence n'aboutit à rien de positif. Jamais. La non-violence est au cœur de nos valeurs et de nos modes d'action, y compris la non-violence verbale dans nos échanges entre nous et avec les autres. La réciproque n'est pas toujours vraie. Nous regrettons et condamnons donc toujours les violences, et nous l'avons notamment fait lors des événements qui sont couverts par votre commission d'enquête. Mais pas seulement. Et cette précision nous tient à cœur. Nous avons une position très ferme et constante, j'insiste sur ce mot, constante, sur le sujet. Nous espérons donc que le travail que vous menez permettra d'éclairer la représentation nationale et les Français. Une commission d'enquête nous semble être un outil adapté pour poser les faits, pour les objectiver, pour avoir l'espace et le temps, loin du tumulte imposé par l'information en continu, de prendre le recul nécessaire à la manifestation de la vérité et au débat indispensable pour comprendre ce qui s'est joué dans ces manifestations. Cela étant dit, je me permettrai de vous faire une petite remarque préalable. Je m'en voudrais de ne pas la formuler et j'espère que vous n'en prendrez pas ombrage. Nous avons lu avec attention, au moment de son dépôt le 4 avril dernier, le texte de la demande de commission d'enquête sur, je cite, la structuration, le financement, l'organisation des groupuscules et la conduite des manifestations illicites violentes. Nous avons également pris connaissance du rapport que la commission des lois a travaillé pour l'autoriser. Deux inquiétudes nous sont venues à l'esprit chez les écologistes et nous tenions à vous en faire part. À la lecture du titre même, déjà, de la commission, et puis aussi de l'aspect non transpartisan des signataires ou encore des objectifs affichés par la résolution, on sent bien que la volonté n'est pas nécessairement de comprendre les dynamiques qui ont conduit à ces tristes événements. Et j'espère sincèrement que votre travail permettra de dépasser l'impression que peut laisser cette résolution d'une commission d'enquête finalement très politique qui chercherait à utiliser ce bel outil de notre vie parlementaire pour faire avancer un agenda partisan au détriment de la manifestation de la vérité. Notre seconde inquiétude concerne le champ des violences traitées par votre commission. Durant la période du 16 mars au 3 mai 2023, de nombreuses violences ont été commises contre des militants écologistes. Vous en avez parlé un peu en introduction, en liant d'ailleurs les faits. Par exemple, le 27 mars, une manifestation non autorisée, elle non plus, a abouti à l'effraction par des dizaines de personnes du domicile de la présidente de Sea Shepherd France. 2 jours avant, 2 militants de la même association avaient été passés à tabac. La presse n'en a peu, voire pas parlé. Ce ne sont pas les seuls exemples, j'en tiens toute une série à votre disposition, on pourra en parler. Et les violences envers les écologistes, attisées au plus haut de l'État, nous y reviendrons aussi si vous le souhaitez, sont réelles et en recrudescence. À tel point que nous travaillons avec de nombreuses associations à créer un observatoire des violences faites aux écologistes pour mieux les objectiver et accompagner leurs victimes. Encore il y a 3 semaines, le maire d'une commune en Corrèze a défilé sur un char qui déployait une banderole sur laquelle était écrit « Mort aux écolos ». Un maire, élu de la République, appelant à la haine envers les écologistes. Qui s'en est ému dans la majorité dans le gouvernement? Personne. C'est aussi cela le continuum de violence en France, et en tant que secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui condamne donc toutes les violences, je tiens à saisir cette occasion pour alerter les parlementaires présents, parce que si vous êtes présents, c'est que vous êtes a priori sensibles à la question des violences, vu l'objet de la commission d'enquête, que le sujet des violences à l'encontre des militants écologistes mérite à mon avis aussi votre attention, et donc j'espère qu'on en parlera au cours de cette audition. Ces préalables étant posés, je vais vous présenter notre délégation du jour. Donc, elle est composée de 3 députés européens, vous l'avez dit, David Cormand, Benoît Biteau et Claude Gruffat, et d'un sénateur, Daniel Salmon. Notre point commun, il est très simple. Nous avons vécu ensemble cette terrible journée du 25 mars à Sainte-Soline, et nous sommes venus solidairement répondre à vos questions, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons chez Europe Écologie Les Verts, solidairement. Nous répondrons à toutes vos questions, toutes celles que vous aurez, sur tout ce que nous avons vu ce jour-là, sur ce que nous avons dit avant, fait pendant, analysé depuis, en toute sincérité, en toute transparence, et avec soulagement même, je dirais, parce qu'il est important pour nous de concourir à l'établissement de la vérité sur cette séquence. On a beaucoup parlé de vérité dans votre introduction et dans la prestation de serment.
Notez par ailleurs que nous étions aussi à toutes les manifestations retraites et donc on pourra aussi vous répondre sur le sujet. Je vous ai écrit, monsieur le rapporteur, pour vous demander à ce que nous soyons auditionnés par votre commission, parce que c'est bien le rôle d'un parti politique que nous représentons ici aujourd'hui de témoigner. Ce qui s'est joué à Sainte-Soline, la nature des violences, leur traitement médiatique, la bataille de la communication qui s'est politiquement jouée ensuite, la posture prise par le ministre de l'Intérieur et les diverses récupérations politiques qui s'en sont suivies sont un fait politique majeur qui mérite l'attention de l'Assemblée nationale et celle des Français. Vous le verrez dans nos témoignages, il reste encore beaucoup d'émotions. Inutile de faire semblant que ça n'est pas le cas, c'est impossible. Ces quelques heures d'une violence intense ont laissé des traces chez tous les participants et beaucoup, y compris nous, avons vécu un sérieux traumatisme, ce qui a nécessité l'organisation, y compris par notre mouvement à destination de nos adhérents présents, de séquences de débriefing psychologique assez édifiantes. Là aussi, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Parmi les 30 000 manifestants présents ce jour-là, dont l'immense majorité sont des pacifistes convaincus et pratiquants, quelques-uns garderont des séquelles à vie. Tous les 5 et les autres parlementaires présents ce jour-là avons essuyé, dans les semaines suivantes, un flot de critiques, non pas parce que nous aurions commis des violences, chacun sait ici que ce n'est pas le cas, mais pour le simple fait que nous ayons été sur place. C'est donc pour nous aussi le moment d'expliquer pourquoi nous étions sur place. Évidemment, la première raison de notre présence à Sainte-Soline, vous la connaissez. Ce sont les méga-bassines et leur absurdité économique et écologique. Pomper de l'eau dans les nappes phréatiques qui sont désormais rarement pleines, 72% des nappes phréatiques à l'heure où je vous parle sont en dessous de leur niveau normal, pour les mettre à l'air libre, là où elles s'évaporent, c'est une idée qui en dit long sur notre capacité à développer des solutions insensées pour faire perdurer un modèle agricole à bout de souffle. Tous les scientifiques le disent, le meilleur réservoir d'eau possible a été conçu par la nature. Il s'appelle la nappe phréatique. Benoît Biteau, qui est ici aujourd'hui, qui en plus d'être parlementaire européen et aussi exploitant agricole en Charente, est devenu un expert de ce sujet. On pourra vous en parler des heures, mais tel n'est pas le champ de cette commission. Nous étions d'ailleurs tous les deux présents à la précédente manifestation de Sainte-Soline en octobre 2022, et lui, donc, qui est un voisin de ces projets, n'en a d'ailleurs pas raté une depuis le début du dossier, il y a des années. Nous souhaitions donc venir ce 28 mars pour mettre en lumière cette lutte contre l'absurde, contre l'accaparement par quelques-uns d'une ressource commune. Et à partir du moment où la manifestation a été interdite, nous avons évidemment pris le temps d'échanger avec nos collègues. Les choses ont été très simples, très claires et très rapides. Il y avait à peu près 200 manifestants d'Europe Écologie Les Verts, des militants d'Europe Écologie Les Verts qui nous avaient annoncé s'être organisés pour venir. Vous voyez, il faut prévoir le logement, le covoiturage, etc. Donc ça s'organise à l'avance. Et qui nous confirmaient maintenir leur participation. 200 militants d'Europe Écologie Les Verts. Compte tenu des risques qui étaient annoncés, c'est bien ma place d'être à leur côté. C'est ça aussi être chef de parti. Et les parlementaires ici présents ont eu le même raisonnement et les mêmes inquiétudes sur ce qu'il se passerait sur place, sur les risques qui seraient encourus par les manifestants. Nous nous sommes dit que nous serions plus utiles à Sainte-Soline que chez nous, devant notre télé. Et évidemment, ça s'est confirmé le jour J. Nous sommes retrouvés à assister des blessés graves, en urgence vitale pour l'une d'entre elles, une jeune fille âgée d'à peine 19 ans qui a pleuré pendant des heures, victime d'un tir tendu de grenade en pleine tête, puis d'autres grenades une fois au sol, regroupées avec d'autres blessés que nous avions tenté de protéger en formant une chaîne humaine, des tirs de grenades lacrymogènes l'asphyxiant et la blessant à nouveau au membre inférieur. Cela restera une expérience qui marque à vie, douloureuse, intimement et politiquement. Nous avons remué ciel et terre pendant des heures, appelé les services de la Première ministre qui nous ont répondu, échangé avec la préfète qui nous a répondu, avec les services de secours qui nous ont répondu aussi. Nous pouvions voir à quelques dizaines de mètres des ambulances, mais pour des raisons que vous éclaircirez peut-être, il a fallu attendre des heures pour que les blessés les plus graves soient pris en charge. Nous n'oublierons jamais, jamais la peur, la souffrance, les pleurs, l'impuissance, et nous demandons que la lumière soit faite sur cela également. Vu le nombre de forces de l'ordre annoncées, il est incompréhensible que les secours n'aient pas été organisés en conséquence. C'est une faute lourde. Pas la seule, mais c'est une faute lourde. En tant que chef d'un parti politique, ce que je souhaite avant tout, et je terminerai là-dessus, c'est que face à des événements aussi graves que ceux qui se sont déroulés et qui ont conduit à plusieurs dizaines de gendarmes blessés, certains gravement, auxquels nous pensons également, évidemment, mais aussi plusieurs de centaines de manifestants blessés,
dont certains ont été entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines, nous puissions faire l'effort de l'objectivité et de sortir des querelles partisanes. J'aimerais qu'un message soit retenu aujourd'hui. En tant que parti politique, nous sommes une force de médiation entre un mouvement social qui porte une colère légitime, que nous comprenons peut-être forcément mieux que beaucoup, puisque nous en sommes proches, et les institutions, toutes les institutions, qui sont malheureusement encore trop inactives face aux immenses défis environnementaux qui se révèlent à nous jour après jour. Je rappelle que la justice européenne et la justice française condamnent d'ailleurs certaines de ces institutions pour inaction climatique, pour manquement sur la qualité de l'air, pour non-respect des règles européennes sur la chasse, pour manque de politique sur la biodiversité encore cet été. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est dans cet état d'esprit, en tout cas, que j'ai rencontré la Première ministre peu après Sainte-Soline, et j'ai bénéficié, je dois le dire, d'une grande écoute. C'est aussi dans cet état d'esprit que j'ai remis le sujet sur la table le 30 août dernier, lors des fameuses 12 heures de réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de parti à Saint-Denis, et je continuerai de le faire. Nous pensons que le gouvernement fait une erreur de jugement significative en refusant de s'appuyer sur les corps intermédiaires pour mieux comprendre les attentes de la société et mener une action qui soit davantage partagée par nos concitoyens. Les partis politiques, tous, les syndicats, tous, les militants du climat, les associations ne sont pas des forces de blocage, mais des relais puissants. Les criminaliser, comme on l'a encore vu hier avec la garde à vue d'un patron d'une des plus grandes fédérations de la CGT, est inquiétant en ce que cela renie l'importance des syndicats, par exemple, pour mener le dialogue inclusif, indispensable à une transformation positive de notre société. Beaucoup de droits que nous avons aujourd'hui, nous leur devons. D'une manière plus globale, nous sommes très inquiets de voir que certains tombent dans la tentation de ne pas dialoguer avec les opposants, mais de les criminaliser. Qualifier les militants écologistes d'éco-terroristes, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, pourtant garant de nos libertés publiques et de la cohésion des institutions, c'est la définition de son ministère, ce sans aucun fondement juridique, ne fera pas disparaître le problème que pose le défi écologique. Cela, par ailleurs, nous met en danger, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tenter de dissoudre les soulèvements de la Terre, sans fondement juridique sérieux, ne fera jamais disparaître le problème que ces soulèvements portent. La décision du Conseil d'État de cet été, suite à notre référé, même si elle est dans l'attente d'un jugement au fond, montre d'ailleurs, il suffit de lire le communiqué de presse assez édifiant du Conseil d'État, et tous les juristes l'ont compris, que les atteintes aux libertés associatives prennent elles aussi une tournure inquiétante dans notre pays. Le mouvement associatif, fédération qui représente toutes ces associations, l'expliquerait mieux que moi, mais nous pouvons également échanger sur le sujet parce que nous sommes plusieurs ici à beaucoup le travailler. Les partis politiques, les syndicats, les associations ont une responsabilité de capter les mouvements de la société pour les inscrire dans le champ démocratique. Il faut reconnaître cette fonction et donc la protéger, au risque sinon d'un affaiblissement démocratique, d'un affaissement d'ailleurs démocratique aussi, que nous nous redoutons tous. Pour le dire autrement, en démocratie, on dialogue, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, on convainc, ça on verra, on construit des accords, on acte des désaccords, mais on ne criminalise pas ses opposants. Nous devons aux Françaises et aux Français de ne pas récupérer ces violences pour faire avancer un agenda politicien, mais bien de prendre le recul nécessaire à l'établissement de la vérité et éclairer les mécanismes qui ont abouti à ces événements. Avec nos collègues, nous en ferons notre part en vous livrant notre témoignage aujourd'hui. Cette audition ne suffira pas, on le sait bien, mais nous espérons qu'elle participera à élargir et ouvrir ce débat que nous sommes déterminés à mener jusqu'au bout. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais tout de suite passer à